Donc, et voilà. Bon, bah, écoutez, on y va pour. Donc, on en est au TD d'intégration numéro 8, d'accord? Je vous ai mis, enfin, du chapitre 8, je vous ai mis le sujet là, sur le chat, normalement. Voilà, et puis bon, bah écoutez, hein, il n'y a plus qu'à, hein. Alors, c'est parti. Exercice 1. Alors, qu'est-ce que nous avons? E, un ensemble de mesures nulles, ok. F, une fonction bornée définie sur E. Ok, il faut que je montrons que, alors, F est mesurable et que l'intégrale sur E de F égale à 0, bah, évidemment. Ok, donc déjà, bah, je vais regarder un peu qu'est-ce qu'il faut démontrer, euh, les étapes, quoi. Hop. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut que je montre? Bah, il faut que je montre que F est mesurable, d'accord? Et ça, comment est-ce que je vais faire? Il faut que je regarde l'ensemble des X appartenant à l'ensemble de départ E, tel que f de x soit plus petit ou plus grand ou machin que C, d'accord? Et ça pour tout C dans R. Ok. Il faut que je montre que cet ensemble-là est mesurable, que tous ces ensembles-là, hein, puisqu'ils sont tous sont mesurables. Ok. Ok. Et puis ça me dira que F est mesurable. Ok. D'autres autres, parce que là c'est théorique, hein, d'accord. J'ai que F comme ça. D'accord. Les autres façons, ce serait si jamais F, on sait que c'est le produit de deux fonctions mesurables, trucs comme ça, d'utiliser les théorèmes de structure, opérations algébriques, etc. D'accord. Et puis après, pour l'intégrale, bon, on verra, mais je vais me ramener aux définitions, pareil, de l'intégrale de Lebesgue, pardon. OK. Bon, alors allons-y. Donc, soit C dans R, d'accord, et considérons l'ensemble. Donc, techniquement, c'est quoi? Enfin, je vais l'écrire comme ça, d'accord? L'ensemble des X de E, tel que f de x soit strictement plus grand que c. D'accord. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que ça, c'est l'image réciproque de quoi? Donc, je suis strictement plus grand que c, donc c'est de c à plus l'infini celui-là. OK. Voilà, bon, bah, cet ensemble-là, il est inclus dans E, hein, d'accord. Donc, l'ensemble des x de E tel que f de x soit plus grand que c, d'accord. C'est un sous-ensemble de E, et ça, c'est une partie de mesure nulle. De mesure nulle. Ok, donc qu'est-ce que j'en déduis? Par monotonicité de M, d'accord? J'en déduis que de M ou de M étoile, hein, peu importe, d'accord? J'en déduis que le truc là, ce truc-là, donc M étoile, on va dire, parce que a priori, je ne sais pas si elle est mesurable, d'accord? Donc ce truc-là, X de E tel que f de x soit plus grand que c, d'accord, il est de mesure nulle, donc il est plus petit déjà, hein, que m étoile de E, mais E, elle est mesurable, donc c'est m de E, et m de E, c'est 0. OK. Voilà, et on sait que toute partie... vous voyez pas? Si, c'est bon. On sait que toute partie de mesure extérieure nulle est mesurable, d'accord? D'où l'ensemble des x de E tel que f de x soit strictement plus grand que c, hein, est mesurable comme toute partie, comme je dis, hein, toute partie de mesure extérieure nulle. Attendez une seconde. Extérieur nul. Voilà. Ah, bon, vous ne voyez pas avec le symbole machin, mais c'est pas grave. OK. Alors, juste une remarque, pas grand-chose à voir avec l'exo, mais c'est juste pour vous dire que j'ai corrigé. Vous savez, il y avait une miss la dernière fois qui m'a demandé de refaire les trucs là. D'accord. Donc, j'ai fait la correction et justement, il y avait ça dedans. D'accord. Donc, j'ai corrigé le TD4, c'était. D'accord, donc je vais le mettre sur le net. Donc, soit vous l'avez, vous voyez pas, soit c'est sur YouTube, soit c'est sur, sur eCursus, d'accord. Ok, donc en particulier, il y avait cette démo-là, d'accord. Si m étoile de E égale à 0, alors E est mesurable.
OK? Donc ça, c'était juste pour dire que, voilà, j'ai tenu mes promesses. Donc, bah ouais. Donc, elle est mesurable. Et qu'est-ce que je dis? Bah, il faut peut-être que je conclue, hein, parce que c'est bien la partie qui est mesurable. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'était de dire que la fonction f est mesurable. D'accord? Donc, je vais juste faire la conclusion ici. Donc, f est une fonction mesurable. Mesurable. OK? Eh bien, écoutez, c'est bien. Bah, alors, maintenant, il faut calculer f de e. N'importe quoi. Bon, vous savez ce qu'il faut calculer, hein? C'est l'intégrale sur E de f. Okay, il faut montrer que l'intégrale sur E de f est égale à 0. Bon, alors on ne sait pas 50 000 trucs actuellement, hein, on sait simplement faire avec les fonctions étagées. Ouais, vous êtes d'accord? En gros, hein, on sait calculer, on sait calculer l'intégrale de Lebesgue pour les fonctions étagées, quoi, en gros. Pour les fonctions, alors, caractéristiques déjà, c'est encore plus facile. Et étagées. D'accord? C'est-à-dire, explicitement, la formule, je sais le faire. OK? Bon, mais avec f qui est moche, je ne sais rien faire, hein. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser le fait qu'elle soit bornée. Vous êtes d'accord? Donc, on sait que f est bornée, que f, alors elle est définie sur E, hein, d'accord? Est bornée. Donc, sur E. Donc, il existe un m supérieur ou égal à 0 tel que f est plus petit que m sur E. OK? Donc, ça, juste parce que la dernière fois, je voulais vraiment préciser ça. Quand j'écris ça, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, enfin, il faut que je prenne le sur E, ça veut dire que quel que soit x dans E, le f de x, alors, en valeur absolue, est plus petit que m. OK? Et là, on peut dire qu'elle est uniformément bornée sur E. Enfin bref, c'est d'accord, c'est pour tout x dans E, quoi. OK? Voilà. Mais uniformément bornée, c'est pas du tout uniformément convergente, hein. D'accord? Alors, qu'est-ce que je raconte avec ça, moi? Oui. Ah bah oui, donc f, elle est plus petite que m fois xi de e, vous êtes d'accord? Puisque f, elle est définie sur e, d'accord? Et puis xi de e aussi, elle vaut 1, donc ça, c'est deux fonctions définies sur e, d'accord? Sauf que celle à droite, elle est super jolie, puisque c'est une fonction, bon, caractéristique, mais c'est une fonction étagée, d'accord? Et elle, je sais calculer son intégrale. D'accord? L'intégrale de Lebesgue. Bon, alors ici, elle est très simple, hein, puisque bon, elle vaut 1, enfin, elle vaut m partout, d'accord? Donc, on sait que, alors, on va dire par, alors j'aime bien croissance de l'intégrale. Je vous ai dit dans le cours monotonicité de l'intégrale, ce qui est vrai, mais je préfère croissance de l'intégrale. Par croissance de l'intégrale, on a, alors qu'est-ce que j'ai? Alors, je vais peut-être mettre une valeur absolue, ce serait peut-être mieux, non? Ouais, c'est peut-être mieux avec la valeur absolue, d'accord? J'ai que 0 est plus petit que f, qui est plus petit que m fois xi de e, d'accord? Donc ça, c'est, voilà. Donc, quand j'intègre sur E, la fonction nulle, c'est plus petit que l'intégrale de la fonction f, qui est plus petit que l'intégrale sur E de m xi de E, mais elle, je sais la faire, hein, cette intégrale-là. C'est m, hein, puisque c'est la valeur prise par la fonction, fois la mesure de E. OK? La mesure de, donc ça, c'est fini. D'après le texte, hein, on a dit que c'était borné. Ça, c'est deux mesures nulles. D'accord? Donc, ça fait 0. OK? D'où je sais que l'intégrale de f égale à 0, de valeur absolue, hein, donc qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que ouais, l'intégrale de f comme ça, plus petit que l'intégrale de f comme ça, qui est égale à 0, donc l'intégrale ratée de f sur e égale à 0. Ça va? Bon, à la fin, j'ai juste... oula, vous ne voyez pas. À la fin, j'ai juste terminé pour conclure. Bon, comme j'ai borné avec la valeur absolue, d'accord, il faut que je passe par le truc là de l'inégalité triangulaire, quoi. OK? Ça va pour tout le monde? Ouais. Bon, alors,
Hop, je bouge le micro, désolé. Je tourne ça et hop, on fait l'exo 2. Oh là, ma caméra a bougé, enfin je change tout le temps, donc ouais. On va voir s'il faut la recaler. Exo 2, vous voyez, ouais, c'est bon. Donc alors, F, elle est bornée et mesurable, encore une fois, sur E, de mesure finie. OK. A, c'est une partie de E mesurable. Montrons que l'intégrale sur A de F, c'est la même chose que l'intégrale sur E de F fois xi de A. OK. D'accord. Et on pourra considérer les fonctions phi n et psi n encadrant F xi de A. D'accord. Indique considérer phi n et psi n encadrant F fois xi de A. OK. Bon, bah écoutez, on va voir hein, ce que ça nous donne. Hein. Donc, allons-y. Ah, ça, c'est mon gâteau qui est prêt pour tout à l'heure. Alors, indique... ouais, voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on sait bah, F fois xi de A. Où est-ce que c'est? Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, F est mesurable. Et xi de A est mesurable. D'accord. Donc, F fois xi de A est mesurable. OK. Puisque mon lemme hein, d'approximation, hein, il fallait que la fonction qui est approximée, elle soit mesurable, bien sûr. D'accord. Il fallait aussi que E soit de mesure finie, ça tombe bien. Hein. De plus, E étant de mesure finie, on a par, bon alors je reprends hein, le lemme d'approximation. D'accord, donc alors je vais faire avec les epsilon juste pour vous le rappeler. Pour tout epsilon strictement positif, il existe deux fonctions, donc j'aime bien mettre le phi en dessous du psi. Donc ça, ce sont des fonctions étagées. Ouais, c'est epsilon là. Fonction étagée définie sur E. Alors tiens, c'est pas parce qu'elles sont étagées qu'elles sont mesurables. Hein. Attention, hein, donc étagée et mesurable. D'accord. Si je prends voilà, la fonction caractéristique d'un truc non mesurable, la fonction n'est pas mesurable. Hein. Donc, fonction étagée et mesurable définie sur E, vérifiant. OK, alors, le phi de epsilon, il est plus petit que f, qui est plus petit que f, non, que f fois psi a. Hein, trop l'habitude du théorème bête, psi epsilon, et bah, la différence de psi et de phi, donc pas la peine de mettre des valeurs absolues, d'accord, est plus petit qu'epsilon sur E. Et ça, c'est sur E aussi. OK. Voilà pour les deux conditions. D'accord. Donc, comme d'habitude, bah, je vais prendre un pause pour tout n entier naturel. Bah, alors, il faut prendre non nul parce que je vais prendre 1 sur n. Hein. Donc, il existe et on pose les fonctions phi n et psi n. D'accord. Vérifiant. Alors, phi n plus petit que f fois xi a, cette fois-ci, ne l'oublions pas, plus petit que psi n, et phi n moins psi n plus petit que 1 sur n. OK. Pouf. Bon, bah ça c'est bien. Donc ça c'est, enfin, vous voyez, c'était un peu automatique, hein, tout ça. Je n'ai pas trop réfléchi. Maintenant, il va falloir que je réfléchisse quand même un peu. Hein. C'est bête ça. Hein. Mais bon, pourquoi? Enfin, là, j'étais parti sur l'idée. On m'a donné l'indication, donc je fonce dans l'indication. D'accord. Et maintenant, ouais. Et ben ouais, maintenant, qu'est-ce que je fais? Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans le cours? Ah bah oui, on a fait le lemme de, comment il s'appelle là? Vous savez, le théorème de convergence bornée, vous vous rappelez? Théorème de convergence bornée. Est-ce que vous me rappelez le théorème? Vous en rappelez? Donc, j'ai... Peut-être que je vais le reprendre. Attendez une seconde. Est-ce que j'ai le cours? Mais oui, il est là. Pouf.
classe des fonctions bornées. Attendez 2 secondes, c'est pas le bon, c'est là. OK. Le théorème, c'est Fn, une suite de fonctions mesurables. Alors, hop, fonction mesurable. Donc, toutes définies sur E. D'accord? Et je vous rappelle que E de mesure finie. OK. On suppose, alors, dans le cours, pour l'instant, on n'a fait que l'intégrale de Lebesgue des fonctions bornées, hein, d'accord? Donc, on suppose que la suite Fn, alors je vais mettre la suite de fonctions que vous ne confondiez pas, Fn, est uniformément bornée. Uniformément borné sur E. C'est-à-dire quoi uniformément? Le uniformément, il porte sur le n, hein, c'est-à-dire que quel que soit n, d'accord, quel que soit x dans E, le Fn de x, il est plus petit qu'un certain m que j'ai oublié d'écrire. Il existe un m positif tel que. OK? Voilà. Et alors quoi? Ah oui, c'est pas fini quand même. Hein. Il faut quand même que les fonctions Fn, elles convergent simplement vers f. Ouais, convergent simplement vers f, d'accord? Et alors, donc, on a que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de l'intégrale de Fn, est égale à l'intégrale de f, ok? Eh ben, j'ai bien fait de regarder mon cours parce que j'ai oublié un truc. Oh, 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 regardez. Paf, vous voyez mon... Ah bah oui, vous le voyez là. Ah là 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 là. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ben, j'ai oublié l'intégrale, là. C'est pas la limite de Fn qui tend vers l'intégrale de f. C'est l'intégrale des limites, c'est la limite de l'intégrale de Fn qui tend vers f de machin, d'accord? Bon, bah, ouais. Bah ça arrive, hein. Un peu trop. Hein. Ouais. Ok, donc en fait, ça c'est dans les fameux théorèmes d'interversion. Donc il y en a plein des théorèmes d'interversion. Attendez, je change de couleur pour vous dire ça. Donc les théorèmes d'interversion, hop, ouais, c'est bon, vous voyez. L'interversion, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelque part, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de l'intégrale de Fn, d'accord, cette partie-là, qui est égale. Et en fait, il faut voir le f là comme la limite lorsque n tend vers plus l'infini des Fn, d'accord? Donc, en fait, j'intervertis les deux symboles, ok? Alors, on peut même aller, donc dans le cas, alors dans le cas Lebesgue, non, je ne dirais rien d'autre, d'accord? Mais dans le cas Riemann, c'est en fait une interversion limite-limite. Interversion de deux symboles limites. Pourquoi? Parce que l'intégrale de Riemann elle-même, c'est une limite. Hein, l'intégrale de f, c'est une limite de Sn, machin. D'accord? Ouais, donc en fait, ça revient à intervertir deux trucs limites. OK? Voilà. Si jamais vous faites des études d'analyse un peu, comment... C'est pas compliqué, hein, mais c'est juste très formel. D'accord? Il faut regarder un bouquin qui existe encore, je pense, c'est le Pommelet. D'accord? C'est Analyse pour la grecque, quoi, ou un truc du genre. Voilà, qui est très connu. Ouais. Bon, ce qui est dommage, c'est que les exos ne sont pas corrigés. Il y a quelques coquilles, mais en tout cas, voilà. Il y a un chapitre sur les interversions limite-limite, voilà, et qui est un peu, enfin, qui essaye de faire le point là-dessus. Mais bon, il faudrait tout réécrire à chaque fois pour ça à la page. OK. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire, moi, avec tout ça? Ah oui, hein. Bon, alors, donc j'étais avec des fonctions phi n. Bon, je réécris un peu tout, hein, d'accord? Je réécris tout. Alors, qu'est-ce que je sais? Je sais que phi n est plus petit que f fois xi de a plus petit que psi n, d'accord? Que psi n moins phi n est plus petit que 1 sur n, d'accord? Ça, c'est pour tout n. D'accord? Ça, c'est... Et tous ces trucs, toutes ces inégalités, c'est sur a. OK. Ah oui, et montrons que... C'est ça hein, que je veux. Attendez, parce que là, j'ai mis mon théorème là, mais j'ai plus le sujet. Le sujet. Mmh. Ouais. Qu'est-ce que je veux montrer? Moi, je veux montrer, c'est quoi le sujet? Ouais. Là, il est là aussi. L'intégrale de f est égale à ça. Ok, j'ai fait ça, et donc il faut que je trouve ça. Ok.
Ah oui, c'est bon. Enfin, c'est bon. Non, peut-être pas. Bon, montrons que... Bon, je sais pas ce qu'on va montrer, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ah oui, on a dit que ça tendait vers ça. Vous êtes d'accord? Ah, ben oui, c'est bon. Donc, par exemple, phi n, ouais, euh, c'est une fonction, donc c'est une suite, ben là, c'est une suite, hein, de fonctions. Ah, voilà. Donc, elles sont étagées et mesurables. Vous êtes d'accord? OK. Euh, mais elles sont forcément, toutes les fonctions, alors, les fonctions phi n, elles sont étagées, donc elles sont bornées, mais ça ne veut pas dire que la suite de fonctions machin soit bornée, vous êtes d'accord? Il se pourrait que phi 1, sa borne, ce soit 1, phi 2, sa borne, c'est 2, 3, 4, etc. D'accord? Elle ne serait pas uniformément bornée. Ouais. Par contre, je pense que f, elle est... Ouais, f, elle est bornée. D'accord? F, elle est bornée. OK? Voilà. Donc, comme f1, voilà. Comme f est borné, on en déduit que phi n et psi n le sont aussi. Est-ce que c'est bon? D'accord? Puisque, qu'est-ce que je sais? Je sais que f, hein, en valeur absolue, est plus petit que m, d'accord? Et que phi est plus petit que... et phi n, en valeur absolue, est plus, fois xia, plutôt, plus petit que f fois xia, d'accord? Qui est plus petit que m fois 1, bon, que m, ok? Ça va? Donc, le phi n, il est borné, et le psi n aussi, hein, vous rajoutez m plus 1 ou un truc du genre, ok? Puisque l'écart est le de 1 sur n, ok? Voilà, mais bon, déjà ça. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc, on a donc phi n, une suite de fonctions mesurables, uniformément bornées, uniformément bornées en n, d'accord? Et qui convergent simplement vers f. Alors, je ne l'ai pas démontré, mais est-ce que c'est évident, hein, vous êtes d'accord avec cet encadrement-là? Pardon, là, ouais, c'est évident, hein, que ça converge vers f, ok, puisque f, il est coincé entre les deux, avec les deux, quoi. Ouais. Bon, on verra si vous voulez, on le démontrera juste après. Donc, phi n suite de gna 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 gna. Voilà, donc par le théorème de convergence bornée, on a que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de l'intégrale des phi n sur E, alors ouais, est plus petit que l'intégrale, lorsque n tend vers plus l'infini, alors c'est pas sur E, en fait, c'est sur A, hein, sur, et là, c'est quoi? C'est f fois xia. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc? N'importe quoi. C'est l'intégrale sur A, ouais, sur ça, de xia, ok? Ou sur E, hein. Ah, ah, ben non, oui, c'est ça que je veux démontrer, en fait. J'ai pas le droit de... Ok. Alors, ouais, non, c'est... Ah, d'accord. Je viens de comprendre où était le couac. En fait, le couac, il est entre le A et le E. Vous êtes d'accord? Alors, attendez, je reprends. Les phi n, etc., elles tendent sur E, c'est vrai, et elles tendent aussi sur A. D'accord? Ouais. Ouais, bah c'est ça, d'accord. Voilà. Pourquoi j'ai mis plus petit là? C'est égal, hein. Ok? Parce que j'ai l'habitude de mettre. Moi, j'ai pas de blanc. Moi, j'ai pas de blanc. J'ai l'habitude de mettre phi n plus petit que, mais en fait, c'est égal ici, hein. Voilà, et ben écoutez, est-ce que ça nous suffit de mettre ça? Mhm. Alors attendez, je suis pas sûr, hein. Je veux montrer que l'intégrale de f sur A, c'est l'intégrale sur E de f fois xi A. Bon, j'ai pas trop ça, hein. Bon, il manque un truc. Ok.
On laisse ça de côté, on va reprendre autre chose. Ici, par croissance de l'intégrale. Alors, parfois, c'est bien de chercher un peu de l'intégrale. D'accord? Comme les trois fonctions de côté là, comme phi n, f xi a et phi n sont intégrables, version Lebesgue, sur E, on a, puisqu'elles sont mesurables, j'aurais dû mettre, voilà, mesurable, pour ne pas confondre. On a, alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai que donc l'intégrale sur E de phi n, plus petit que l'intégrale sur E de f fois xi a, plus petit que l'intégrale sur E de phi n. OK. D'accord. Bon. Ouais. Et j'ai la même chose sur A aussi, hein, c'est ça en fait. Sur A, on a aussi. D'accord? Donc l'intégrale sur. Parce que sur A, en fait, qu'est-ce que j'ai? J'ai que phi n est plus petit que f, plus petit que phi n sur A. Vous êtes d'accord? Là, j'ai plus besoin d'avoir le xi a, puisqu'il vaut tout le temps 1 sur A. OK? Donc l'intégrale sur A de phi n, plus petit que l'intégrale sur A de f, qui est plus petit que l'intégrale sur A, pardon, de phi n. OK? Voilà. Et alors après, comment est-ce que je fais le lien entre les deux? Mhm. Mhm. Alors, bah ouais, mais non, 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 non. Là, je m'éloigne, hein, j'ai l'impression, hein. Eh ben alors, qu'est-ce que c'est que cet exercice? Oh, bon. F est mesurable borné. Alors, ce que je veux montrer, c'est que l'intégrale sur A de F, c'est l'intégrale sur E de F xi A. OK. Alors, j'ai plein d'autres possibilités, hein. M, il est borné, donc je peux le mettre comme tout à l'heure. Mais non, mais ça a l'air d'être vachement simple, en fait. Le F, bon, je reprends. Peut-être, à force d'écrire des trucs, je me perds moi-même. OK. Le F, je peux l'encadrer. Alors, pourquoi je prends le F xi A? Ça, dans le texte, je vous ai dit qu'il faut encadrer F xi A. J'ai un petit doute maintenant, mais bon, on va essayer. Bon, moi, j'aurais envie plutôt d'encadrer le F par, vous le voyez, c'est bon, par phi n et xi n, d'accord, sur E. OK, puisque F est mesurable borné sur E, ça, c'est pas de souci. OK. De là, j'en déduis que phi n fois xi a est plus petit que F xi a plus petit que phi n xi a. Vous êtes d'accord? Donc, ça me fait, quand j'intègre l'intégrale sur E de Fn xi a plus petit que l'intégrale sur E de F xi a sur E de phi n xi a. Ah, ça a l'air d'être vachement bien. Parce que ça, vous êtes d'accord que là, c'est une fonction étagée et elle va valoir 0 sur A. Non, à l'extérieur de A, je veux dire. D'accord? Sur E moins A. OK, puisque c'est à cause d'elle. OK? Et donc ça, je sais que ça, c'est égal à l'intégrale sur A de phi n. OK? Pareil pour là, c'est l'intégrale sur A de psi n. D'accord? Et l'intégrale sur E de f fois xi a. Ah, ben c'est bon. Ben voilà. D'accord? Or, l'intégrale sur A de phi n, il tend vers l'intégrale sur A de f, d'accord? D'où l'égalité. L'égalité par unicité de la limite. OK. On le tient. Alors, ça, c'est bon. Alors maintenant, il faut que je vous l'explique, c'est ça? Est-ce que vous avez compris à peu près l'idée ou pas? Alors, je change de couleur, histoire de varier les plaisirs. C'est bon? Vous me dites, vous avez compris ce que j'ai fait là? Donc tout à l'heure, je me suis un peu embrouillé. Je sais plus. Enfin, vous voyez, à force de rédiger, je perds le fil. Mais là, c'est beaucoup mieux. D'accord? Et donc, mon indique ne devait pas être bonne, en fait. C'est ça? Vous êtes d'accord avec ça au début? D'accord? Donc, je dis que f étant mesurable et borné, d'accord? Il existe de suite phi n et psi n.
d'étagé borné, qui vérifie le truc, toujours pareil. Phi n plus petit que f plus petit que psi n sur e, et phi n moins psi n plus petit que 1 sur n sur e encore. OK? Ça va avec ça? Donc ça, c'est le premier truc. OK? Bon, je vais faire comme je fais là, d'accord? Je multiplie tout par xi a, ok? Donc, E, c'est plus grand que A, hein, on est d'accord? E, c'est là, A, c'est une partie de E, ok? Donc, ça reste vrai, hein, xi n A, F fois xi A, phi n fois xi A. J'y arrive, voilà. Ok? Mais alors, ça, c'est une fonction très bien, mais là, ce sont encore des fonctions étagées, vous êtes d'accord? Ici et ici, ce sont, bah tiens, je vais l'écrire, des fonctions étagées. D'accord? Pourquoi? Bah parce qu'elle prenait un nombre fini de valeurs ici et ici. D'accord? Donc, quand je multiplie par 0 ou 1, ça reste un nombre fini de valeurs. OK? Car elles prennent un nombre fini de valeurs. De valeurs sur E, quoi. OK? Elles en prennent peut-être beaucoup moins que précédemment, hein, puisque de temps en temps, on fait x0, quoi. OK, OK. Donc, ça veut dire que ça, je sais intégrer ces deux choses-là, d'accord? C'est ça qui m'intéresse, c'est d'avoir des fonctions étagées pour les intégrer, d'accord? Donc, quand je fais intégrale de E, donc là, c'est par la croissance de l'intégrale, par croissance de l'intégrale, l'intégrale, bon bref, vous avez compris, phi n fois xi a, c'est plus petit que l'intégrale sur E de f xi a, plus petit que l'intégrale sur E de phi n fois xi a, d'accord? Donc la croissance de l'intégrale, ça ne veut pas dire que je sache les calculer, ça veut juste dire que si les fonctions sont dans un certain ordre, les intégrales de ces fonctions sont dans le même ordre, ok? Mais ça tombe bien, comme elles et elles sont étagées, je sais le calculer, ok? Et là, c'est pas compliqué de voir que ceci, c'est l'intégrale sur A de phi n. Est-ce que vous voulez que je le fasse, ça? Ça? D'accord? Phi n, vous le voyez, ouais, c'est bon. Phi n, c'est la somme de, alors, k est égal à 0 jusqu'à n des ak, je vais mettre ek, ah maintenant, xi de ek, d'accord? Ouais. Phi n, hein, ça c'était un n, ok? Ouais. Alors, comme c'est un n, il faut que j'ai un n ici. Bon, il ne sert à rien, mais bref, d'accord? C'est un enk. D'accord? Ce qui m'intéresse, c'est le k, et voilà, et j'ai les n valeurs. Donc, tiens, je vais prendre un 1, à partir de 1, c'est plus simple. OK, donc phi n fois xi a, ça fait quoi? Ça me fait la même chose, hein, k égale à 1 jusqu'à n, de ak xi enk fois xi a. D'accord? J'ai fait passer le xi a, bon, que je fais passer le xi a à l'intérieur, et on sait que le xi de A fois le xi de B, c'est le xi de A inter B. D'accord? Donc j'y vais, ça me fait la somme de k est égal à 1 jusqu'à n de AK, et là j'ai xi de ENK inter A. C'est bon? Voilà. Et ceci, hein, c'est bien, là je définis ma fonction, donc c'est bien une fonction qui va être une fonction étagée définie sur A, ça. Vous êtes d'accord? Ah mince, vous voyez pas? Si, si vous voyez. Ouais, d'accord? Donc c'est une fonction étagée. D'accord? Voilà. Et donc, quand je calcule l'intégrale sur A, ça me donne, d'accord, ça ne peut valoir que les trucs ici, quoi. OK? C'est bon, vous avez compris l'idée? Ouais. Voilà. Alors, je comprends pourquoi j'avais mis le truc d'avant. C'est parce que ici, j'ai défini ma fonction là, xi, sur E, et après, je considère la restriction à A. C'est moche, d'accord? Mais bon, on fait comme ça. Ce qui est plus joli, c'est de dire je définis sur A et j'étends sur E avec la valeur 0, d'accord? Puisque c'est le xi inter A. OK? Voilà. Bon, c'est pas grave. Ça va pour ça? Donc voilà, donc ça c'est xi n sur A, là c'est l'intégrale sur A de phi n, d'accord? Donc j'ai coincé l'intégrale sur E de f fois xi A, d'accord? Il me reste juste à utiliser mon théorème. Or, par le théorème de
de convergence bornée, oui. Donc, appliquer A aux suites, hein. Donc, phi n et psi n, donc restreinte à A cette fois-ci, hein, à l'ensemble de définition, on a, donc j'ai bien que phi n tend vers F sur A, d'accord, pareil pour psi n, hein, sur F sur A, en particulier parce que c'est sur E, hein, d'accord, donc la restriction va être vraie, et bah, elles sont uniformément bornées, phi n et psi n uniformément bornées sur E, d'accord, non, cette fois-ci, c'est sur A, d'accord, bah, ouais, bon, on va mettre sur A, mais c'est sur E, donc sur A. Voilà, et donc, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai que, donc, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de l'intégrale sur A de phi n, qui est égale à l'intégrale sur A de f, ok? D'accord, parce que j'intègre là sur A, d'accord? Voilà, et par unicité de la limite, ok? Vous voyez, entre ça et ça, d'accord, ouais. Donc, pareil pour le phi n, hein, pour le psi n, pardon. Voilà. Ok, hop, j'enlève la lumière, peut-être ça. Voilà. D'accord, donc par unicité de la limite, vous êtes d'accord que ces deux trucs-là tendent vers une même limite. Donc, ça veut dire que ces deux trucs-là tendent vers la même limite, d'accord? Et l'unicité de la limite me dit que l'intégrale sur E de f xi a, c'est égal à l'intégrale sur A de f, ok? Voilà, alors je mets juste ça comme ça, ok? Donc, le truc là, l'intégrale sur E de f xi a est égale à l'intégrale sur A de f. OK? Voilà. Voilà, voilà. C'est bon pour l'exo 2? Ouais. Ouf. Exo 5. Non, page 5, exo 3. Donc, mon indication, hein, c'est vraiment le, puisqu'il y a deux ensembles, hein, d'accord, soit je considère sur E et je restreins sur A, soit je considère sur A et j'augmente, hein, sur E. Je définis pour les autres valeurs. Ah oui, vous ne voyez pas ce que j'écris. Bon, bref, c'est des petits trucs comme ça. C'est pas grave. OK. Donc là, je l'ai pris, je définis sur E restreint à A, d'accord, et je pense que dans le sujet initial, je voulais faire l'inverse, restreindre, enfin définir sur A et augmenter, si vous voulez, sur E. OK. Alors, exo 3, très très simple, enfin, très très connu, très très bien. C'est la fonction de Dirichlet. OK. Donc, c'est une fonction f est définie sur 0, 1 à valeur réelle, mais elle ne prend pas 50 000 valeurs. À x, ça vaut 1 si x est un rationnel de 0, 1, q inter 0, 1, et 0 sinon. Donc, si c'est un irrationnel, OK? Voilà. Alors, c'est parti. Première étape, montrons que f n'est pas Riemann intégrable. Donc, c'est l'exemple, hein, pour montrer qu'il y a des fonctions Lebesgue intégrables qui ne sont pas Riemann intégrables, d'accord? N'est pas Riemann intégrable. OK? Alors, pour ce faire, il faut que je reprenne bien le processus d'intégration de Riemann, d'accord? Donc, le processus d'intégration de Riemann, tiens, je vais mettre ça, processus, voilà, intégration Riemann. D'accord? C'est on prend f en sandwich entre deux fonctions. Je vais les appeler un et vn, d'accord? Pour ne pas avoir phi et psi. Non, c'est quoi? C'est inf et sup. D'accord? Donc, i, n pour inf et s, n pour sup. D'accord? Ça va? Donc, avec in et sn, deux suites. Alors, ce sont des suites. Deux fonctions en escalier. Donc, rien à voir avec les fonctions étagées. D'accord, dont le pas tend vers 0, voilà, d'accord. Ça va pour ça? Bon, ok, alors, donc qui me dit fonction en escalier, ça dit quoi? Ça dit que, donc, je suis sur quoi? Je suis sur 0, hein, tiens, voilà, d'accord. Donc, je vais considérer une subdivision
alpha 0, alpha 1, alpha 2, etc., jusqu'à alpha n ici, une subdivision de 0,1, d'accord, là-dessus, OK? Alors, pour tout intervalle, donc, non, plutôt, considérons un intervalle. Donc, je vais l'appeler sigma k plus 1, d'accord, sur lequel, alors les intervalles peut-être plutôt ouverts, comme ça, on est sûr de ne pas se tromper, sur lequel IN et d'ailleurs SN sont constantes, d'accord? OK? Bon, parce qu'on n'est pas obligé, mais on peut aussi prendre exactement la même subdivision, avoir une subdivision et la fonction IN et la fonction SN, d'accord? Ça va être plus simple d'ailleurs, comme ça. OK? Donc, je considère les deux trucs où elles sont constantes. OK? Mais alors quoi? Mais alors, par densité des rationnels dans R, d'accord? Donc, il existe un rationnel qui appartient à sigma k plus 1, d'accord? Inter Q. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc, ben, le sup, hein, Sn, la valeur supérieure hein, de la fonction de Dirichlet sur cet intervalle sigma k plus 1, Sn, il vaut forcément 1 sur sigma k plus 1. OK? Et comme c'est vrai pour tout intervalle, hein, j'ai pas spécialement, il n'a rien de spécial, lui, hein, d'accord? Voilà. Donc, ça veut dire que la fonction Sn, elle vaut tout le temps 1, en fait. D'accord? D'où la fonction Sn est égale à 1 sur 0,1. OK? Pour tout n. Super, donc c'est-à-dire le processus de Riemann, il me dit, bah, je prends le sup, bah, ouais, c'est le 1. D'accord? Il ne peut rien faire d'autre que ça. OK? Pour l'inf, pareil, hein, par densité, cette fois-ci, par densité comme ça, des irrationnels sur 0,1 ou dans R, d'accord? Donc, il existe un irrationnel dans sigma k plus 1. OK? Oui, enfin, non, c'est pas intercu, justement. Il existe un irrationnel, d'accord? Donc, la fonction f de Dirichlet, pour cet irrationnel-là, elle vaut 0. Et donc, l'inf, là, d'accord, ce par quoi je borne en dessous avec Riemann, il est obligé d'être nul, vous êtes d'accord? Ainsi, le IN, ben, il est obligé d'être inférieur ou égal à 0. Bon, alors, on va le prendre IN égal à 0, OK? On essaie quand même de faire ça. OK? Et ça, c'est vrai pour, pareil, tous les sigma k plus 1. Donc, ça veut dire que IN est égal à 0 sur 0,1. OK? Voilà. Donc, au final, j'ai deux fonctions, enfin deux suites. Si j'essaye de faire au mieux les suites en escalier, au mieux, c'est-à-dire hein, de prendre le plus petit possible pour celle d'en haut et le plus haut possible pour celle d'en bas, d'accord? Bah, j'ai Sn qui vaut tout le temps 1 et In qui vaut tout le temps 0, d'accord? Donc, elles ne convergent pas, OK? Ainsi, Sn et In, alors, enfin, si elles convergent techniquement chacune de leur côté, mais pas vers la même limite, d'accord? Ne convergent pas. Donc, ça, c'est faux si je laisse comme ça, hein, vers la même limite. Là, ça devient bon, d'accord? Sn, elle tend vers 1 et In, elle tend vers 0, OK? C'est plutôt les intégrales, d'ailleurs, qu'il faudrait mettre. Les intégrales des trucs. Donc, l'intégrale de Riemann entre 0 et 1, entre 0 et 1. OK? Voilà, bah, c'est gagné, d'accord? Donc, f, la fonction de Dirichlet, n'est pas Riemann intégrable. OK? Voilà. C'est bon pour ça? Ouais. Alors, je tourne et je fais la suite. Question numéro 2. Donc là, j'ai tout expliqué hein, dans le texte, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce que je sais? Bah, alors, je connais par cœur, donc hop, 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 d'accord? Donc ça, je sais que ça, c'est dénombrable, hein,
D'accord? Pourquoi? Parce que déjà, Q, il est dénombrable. D'accord? Donc, si je prends une petite partie de Q, donc c'est encore plus dénombrable. OK? D'accord? Donc, soit, ben, ah ouais, c'est plus ça. Soit Q petit n, une énumération de, donc, des rationnels de 0 à 1. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? Pouf, 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 pouf. Donc, ça, c'est 0, 1. OK? Puisque euh, les rationnels de 0 à 1, ils sont dénombrables, d'accord? Ça veut dire quoi, dénombrable? Ça veut dire qu'il existe une bijection, si on veut, de n vers E, d'accord? Donc, il y a une bijection, hein, donc il existe, alors je l'appelais phi, j'ai pas de phi dans le texte, non, c'est bon. Il existe phi de n dans Q inter 0,1, d'accord, qui soit bijective. OK? Et donc, le premier, phi de 0, je l'appelle Q0, phi de 1, je l'appelle Q1, phi de 2, je l'appelle Q2, et ainsi de suite. D'accord? Bon, c'est tout. D'accord? Je ne sais pas du tout comment ils sont placés, hein, c'est pas en... D'accord? Alors, je ne peux pas, d'ailleurs, je crois que je ne peux pas dire je les prends en croissant ou des trucs comme ça, d'accord? Ça doit être vraiment tout fouillis-fouillis. OK? Ouais. Pourquoi? Parce que si j'en prends un, d'accord, forcément, par la densité des rationnels, il va y en avoir un autre plus petit, d'accord? Donc, je ne peux pas dire je prends le plus, enfin, de manière croissante, OK? Voilà, mais ils sont comme ça, tout fouillis-fouillis, d'accord? Mais ça marche, c'est pas grave. OK? Et alors quoi? Et alors, avec cette énumération, je considère la fonction, donc on considère les fonctions, on considère, quel que soit n dans n, donc c'est le texte hein, encore, hein, les fonctions fn de x qui est définie par, donc ça vaut 1 si le x c'est l'une des premières de q0 jusqu'à qn, d'accord? Et puis 0 sinon. OK? Donc, F0, elle vaut 1 ici, oui, c'est ça. Elle vaut 1 en Q0 et 0 ailleurs. F1, elle vaut 1 en Q0, Q1 et 0 ailleurs. F2, elle vaut 1 en 0, 1, Q1, Q2 et 0 ailleurs. F3, elle vaut, etc. D'accord? 0, 1, 2, 3, OK? Et 0 ailleurs, ainsi de suite. OK? Ça va? Bon. Justifier que les fonctions Fn sont un escalier, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Bon, elles sont donc les Fn, d'accord, sont des fonctions continues par morceaux. Ça suffira. D'accord? En effet, hein, Fn, elle admet n plus 1 point de discontinuité. Vous êtes d'accord? En fait, elle vaut 0 partout, sauf en n plus 1 point. OK? Donc, elle est en particulier Riemann intégrable. Alors, ce n'est pas l'intégrable de base, quoi, mais avec Schall, on arrive à prouver que, en fait, les fonctions Riemann intégrables, c'est sur des ouverts comme ça, vous voyez, entre A et B, d'accord? Et donc, comme ça nous permet, d'accord, de faire B et C, et puis hop, peu importe ce qu'elle vaut en un point, ok, l'intégrale est toujours la même, ok? Voilà, donc f est Riemann intégrable. Est-ce que je regarde le texte, hein, Fn sont uniformément bornés? Oui, bien sûr, sont uniformément bornés sur 0,1. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elles prennent que des valeurs 0 et 1. Hein, d'accord? Donc Fn, elles sont toujours plus petites que 1. Okay? De temps en temps, elle prend la valeur 1 et sinon, elle prend la valeur 0. Okay? Et bien sûr, les Fn, elles convergent simplement vers F sur 0,1. Ça va pour ça? Donc, quel que soit x dans 0,1, Fn de x tend vers f de x sur 0,1. D'accord? Je vais peut-être le démontrer, ça. Donc ça, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que, je vais faire un montrons. Hein. Montrons que la suite Fn converge simplement vers f sur 0,1. OK? Alors, K5, 6, hop.
Ok, donc pour montrer ce truc-là, hein, c'est-à-dire, tiens, IE, montrons que quel que soit x dans 0, 1, fn de x tend vers f de x. C'est bien ça, hein. Vous êtes d'accord? Ouais. Alors, de deux choses l'une. Si x est un rationnel, d'accord? Et puis si x est un irrationnel. D'accord? Bon, je le fais comme ça. Premier cas. Ok, donc je raisonne par disjonction des cas. Par disjonction des cas. Alors, si c'est un rationnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe K appartenant à grand N, tel que le X, ce soit en fait que K, vous savez, avec la bijection là, ici. OK? Donc, auquel cas, je sais que f de x, fn de x, pardon, il valait 0 lorsque le n il était strictement plus petit que ce cas-là, d'accord? Il existe K0, d'accord? Plus petit que K0. Et à partir, et quel que soit n supérieur ou égal à K0, d'accord, le fn de x, il va valoir 1. Vous êtes d'accord? Ouais. OK. Pourquoi? Parce que c'est la définition des fonctions fn, d'accord? Elles valent 1 pour tous les xk où le k il est inférieur à cet indice-là. D'accord? Donc, ce serait le cas ici. D'accord? Ouais. Voilà. Et donc, évidemment, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini des fn de x, d'accord? Donc, c'est une suite qui commence par valoir 0, 0, 0, puis un jour, elle se décide à valoir 1, et après, elle n'arrête plus jamais, d'accord? Donc, elle tend bien sûr vers 1, d'accord? Et le 1, puisque x est la rationnelle, c'est bien le f de x, d'accord? La fonction de Dirichlet évaluée en x, ok? Deuxième cas, si x est un irrationnel, donc si x n'appartient pas à q, je vais mettre comme ça, d'accord? Donc, f de x, la fonction de Dirichlet, on voit 0, et puis on sait que quel que soit n dans n, le fn de x, il vaut aussi 0, d'accord? Donc, on a bien que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de fn de x, c'est une suite qui vaut tout le temps 0, d'accord? Puisque c'est un irrationnel. Donc, on a dit, si jamais c'était l'un des n premiers irrationnels, alors il vaut 1, sinon ça vaut 0. D'accord? Comme c'est un irrationnel, de toute façon, les fn, elles vaudront 0 en x. Okay, voilà, donc ça vaut 0, qui est égal à f de x. D'accord? Voilà. Donc, conclusion du raisonnement par disjonction des cas. Pouf. Yep. Conclusion. Dans tous les cas, il n'y en a que deux, mais bref, dans tous les cas, on a que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini des fn de x, est égale à f de x. D'accord? Donc, la suite fn converge simplement vers f de x. Ouais, vous voyez presque pas. Et bien, c'est tout. C'était pas plus compliqué que ça. OK. Alors, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, moi? C'était quoi la question? Alors, montrons que Qn est les fonctions continues par morceaux, uniformément bornées, 6, 7, bon, d'accord. Qu'est-ce que je veux faire? Ah oui, c'était la question, d'accord. La question, je ne l'ai pas marquée, donc il fallait montrer que Fn converge simplement. C'est bon, OK. Voilà, et donc troisième question du sujet, j'espère que vous l'avez, que pensez-vous du théorème de convergence bornée dans le cas Riemann intégrable? Ça ne marche pas, d'accord? Donc, je reprends le théorème de convergence bornée, d'accord, mais dans le cas Riemann. D'accord? C'est-à-dire qu'à chaque fois que dans mon théorème, je trouve un truc qui fait référence à la théorie de Lebesgue, je le remplace par son équivalent, théorie de Riemann. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'avais? J'avais les Fn uniformément bornés sur E, bon, d'accord? J'avais E de mesure finie. Attendez, je vais peut-être faire ça en noir, le truc de Lebesgue, et puis après, à côté, je vais mettre son équivalent Riemann, d'accord? E de mesure finie. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai que les Fn, elles convergent simplement vers F, d'accord? Évidemment, j'avais que les Fn étaient toutes mesurables.
OK? Alors, version Riemann, ce serait quoi? Bah, l'équivalent de mesurable, ce serait Riemann intégrable, puisque mesurable pour les fonctions bornées, c'est Lebesgue intégrable. Donc Riemann intégrable. D'accord? Simplement, c'est exactement la même chose. De mesure finie, ce serait quoi? Ce serait intervalle, quoi. OK? J'intègre sur un segment, quoi. Bon, là, c'est 0, 1, donc très bien. OK. Uniformément borné sur E, c'est pareil, hein, c'est uniformément borné, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'intégrale de Riemann ou de Lebesgue. OK? Ça va? Voilà. Et donc, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai récupéré des fonctions Fn qui sont Riemann intégrables chacune d'elles, d'accord? Définies sur le segment 0,1, qui convergent simplement vers L, qui sont uniformément bornées, oui, 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 d'accord? Mais par contre, dont la limite n'est pas, d'accord? On n'a pas, d'accord, que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de l'intégrale de 0 à 1. Alors, quand je fais Riemann, je mets comme ça, hein, d'accord? Et quand je fais le Lebesgue, je le mets en dessous, 0, 1. OK? L'intervalle. Des Fn, d'accord? N'est pas égal, hein, n'est pas égal à l'intégrale sur 0,1 de f. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas, d'accord? Ok, ça risque pas d'exister, hein, puisque car f, la fonction de Dirichlet, on a dit, n'est pas Riemann intégrable. Ok? Voilà, donc c'était bon, c'est tout pour le sujet. Donc voilà, c'est un contre-exemple. Donc la fonction de Dirichlet, elle sert à montrer, par exemple, qu'il y a des fonctions qui étaient Riemann, qui sont Lebesgue intégrables et qui ne sont pas Riemann intégrables, d'accord? Donc l'intégrale, on n'a pas fait tout ça pour rien. C'est quand même plus puissant, hein, on fait des trucs. Donc si Riemann, le processus de Riemann marche, le processus de Lebesgue marche exactement pareil et les intégrales sont égales. Et de temps en temps, en plus, d'accord, Lebesgue fait des trucs que Riemann ne faisait pas. OK? Alors, juste une remarque, hein. Si jamais maintenant je regarde f, d'accord, la fonction de Dirichlet, elle est mesurable, ok, puisque f, hein, elle s'écrit exactement xi de q inter 0,1, d'accord, définie sur 0,1. Ok, ça va? Donc, évidemment, comme c'est une fonction caractéristique, elle est Lebesgue intégrable. Donc, l'intégrale de Lebesgue, donc je les mets 0,1 comme ça pour Lebesgue, hein, d'accord, de f, c'est donc l'intégrale sur 0,1 de Q inter 0,1. Donc, c'est égal à une fois hein, la valeur que ça prend. Donc, c'est la mesure de Q inter 0,1. OK? Or, ça, ce truc-là, bon, je le mets tout en bleu, d'accord? Le Q inter 0,1, on a dit que c'était dénombrable. D'accord? Donc, on sait que l'intégrale d'une... Non, la mesure d'un ensemble dénombrable, c'est nul, d'accord? Donc, M de Q inter 0,1, c'est égal à 0, c'est-à-dire que l'intégrale de 0 à 1 de f, de la fonction de Dirichlet, c'est nul. OK? Et ça ne pose pas de problème, puisque, par les mêmes arguments, hein, quel que soit n dans n, l'intégrale sur 0,1, donc par le bec de Fn, hein, ça vaut 0 aussi, d'accord? Puisque c'est une fonction qui vaut tout le temps 0, sauf en n points. Okay, donc les n points, c'est bien sûr un ensemble de mesures nulles. Voilà. OK? Voilà, et donc on n'a aucun problème. Hein, le truc, c'est un peu une trivialité, si vous voulez, le théorème de convergence bornée dans ce cas-là, puisqu'on n'a que une fonction qui vaut une suite nulle tend vers 0. Quoi. En fait, ça vaut ça, ça dit ça. D'accord? Donc, il n'y a absolument aucun problème pour Lebesgue. D'accord? Par contre, pour Riemann, ça ne marche pas, puisque y a pas de, c'est pas défini, ça. D'accord? Ouais? OK? Voilà. Et en plus, on ne sait pas à la limite, d'accord? À la limite, ici, lorsqu'on prend une infinité de points qui valent 1 et tout ailleurs, ça vaut 0, on ne sait pas vraiment, enfin, c'est pas défini, quoi, non plus, Riemann. Il n'était pas fait pour ça, quoi. OK? Voilà. Donc, c'est une fonction très, très connue, hein, pour le truc. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Ah, il y a un autre exo. Est-ce que c'est bon, ça va pour vous? Vous n'endormez pas? Hop. C'est le dernier exo 4. OK? Ouais.
On ne voit pas correctement. Ah, excusez-moi, la Minel, je n'avais pas vu votre mail d'avant. Attendez. Mhm. Ouf, ben, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux faire parce que là, je crois que c'était pas mal réglé. Attendez, je vais mettre juste Exo 4, que je vois si je peux mettre une mise au point. Exo 4. Ouais, ah non, c'est moche. Oula, c'est mieux? Ah oui, d'accord, ouais. Ah oui, oh là là, c'est beau. Voilà. Ok, c'est bien. Exo 4. Alors, on y va. F, une fonction bornée mesurable. Donc, F, donc c'était la semaine des fonctions bornées mesurables. Hein. Ah, à valeur positive. Allez, hop. Définie sur un ensemble E de mesures finies. D'accord? Avec la mesure de E qui est finie. On suppose que l'intégrale sur E de F égale à 0. OK. Alors, ah, bah oui, bah ça va. Ouais. 1. On désigne pour tout n, quel que soit n strictement positif, En, ça va être, donc deux points égales, l'ensemble des x de E tel que f de x est plus grand que 1 sur n. OK. Justifie que E est mesurable. Oh, bah oui, bah, d'accord. Bon, bah, OK, c'est mesurable, hein, on l'a fait 50 fois. D'accord? En est mesurable, car bah, f est mesurable. Hein. D'accord? Donc, c'est vrai pour tous C. D'accord? Donc, en particulier, quand je prends des C qui sont égaux à 1 sur n, c'est les. D'accord? Voilà. Bon, je ne dis pas plus. OK? Et que, alors, le 1, mais bis, il y avait une autre petite question, et que f est plus grand que 1 sur n fois xi de En. Ben oui, hein, ben oui. D'accord? Donc, sur En, d'accord, f, donc, f, il est plus grand que 1 sur n. Vous êtes d'accord? Parce que c'est marqué là, hein, d'accord? Donc, peut-être en maths, parce que là, sur n, c'est un peu moche. Hein. Je vais dire quoi? Je vais dire que quel que soit x appartenant à En, par définition du x qui appartient à En, hein, c'est d'accord? Le f de x, il est plus grand que 1 sur n. OK? Donc, bah, quand x il varie dans En, hein, d'accord? Donc, on a que f restreint à En, si vous voulez, est plus grand que 1 sur n fois xi En. Ah, mais c'est bon, oui. OK. Ah oui, et ailleurs que sur En, d'accord? Alors, elle est définie sur E moins En, d'accord? F est positive, on a dit, d'accord? Donc, quel que soit x appartenant à E moins En, f de x, il est supérieur ou égal à 0, d'accord? Et je vous rappelle que le xi de En pour ces x-là, il vaut 0, OK? Ah mince, vous ne voyez pas. Oui. D'accord? Donc, sur En, le f de x, il est plus grand que 1 sur n, d'accord? C'est la définition de En. Et ailleurs que sur En, le f de x, de toute façon, le f de x, il est positif, d'accord? Donc, c'est une fonction positive, d'accord? Et le 0, là, c'est la valeur que prend la fonction caractéristique si En en x, lorsque x n'est pas dans En. OK? Voilà, donc ainsi, on a que, pareil, c'est un raisonnement par disjonction des cas, finalement. On a donc que f, c'est ça, hein, est plus grand que 1 sur n fois xi de En. Ça va? Donc, je l'ai démontré en deux temps. C'était un truc en disjonction des cas. Le premier cas, c'était si x était dans En. Le deuxième cas, c'est si x n'est pas dans En. D'accord? Et au final, à chaque fois, j'obtiens que je suis plus grand que 1 sur n fois xi de n. D'accord? Et donc, voilà. C'est bon? Ouais. OK. Donc, ça, c'était. Ah, youp, youp. C'était la question 1. Donc, je passe à la question 2. Deuxièmement, en déduire que f est. Non, non, pas du tout. J'étais en train de recopier la question 1. En déduire que En est de mesure nulle. OK.
Ben, on va utiliser la croissance de l'intégrale, non? Parce qu'on a que l'intégrale de f, ça vaut 0, d'accord? Donc, on a, quel que soit n appartenant à grand N étoile, hein, parce que les En, là, il faut quand même qu'ils soient définis. D'accord? C'était strictement positif, hein, j'espère que j'aime. Oui, c'est bien. Donc, j'ai que f est plus grand que 1 sur n fois xi de En. D'accord? Alors, bah, je vais quand même dire que ces fonctions sont mesurables avant de pouvoir les intégrer. D'accord? Donc, ces deux fonctions étant mesurables. Ok, alors je ne m'étends pas, hein, mais f, bah, elle est mesurable dans le texte, et ça, elle est mesurable si et seulement si En est mesurable, mais c'était la première question, d'accord? Donc les deux fonctions sont mesurables, ok? Euh, on a alors on va dire croissance de l'intégrale, de l'ubx. Donc j'ai que l'intégrale sur E de f, il est plus grand que l'intégrale sur E de 1 sur n fois xi de En. D'accord? Mais ça, par définition, puisque c'est une fonction caractéristique, une fonction étagée, donc on sait calculer l'intégrale de ce truc-là, d'accord? Et ça vaut 1 sur n fois mesure de En. OK? Vous vous rappelez, hein, d'accord? Je vous rappelle, mais bon, enfin, normalement, c'est pas utile. Phi, c'était une fonction étagée, c'était la somme des AK xi de EK, d'accord? Pour k égale à 1 jusqu'à n, d'accord? On avait défini l'intégrale de phi sur E, qui était égale à la somme de k est égale à 1 jusqu'à n des AK mesure de EK, d'accord? Voilà, et là, bah, là on n'a même pas besoin de faire la somme des AK, puisqu'on n'en a qu'un seul. Donc, voilà. OK. Voilà, ça. Donc, voilà, on sait que la mesure est tout le temps positive, hein, d'accord? Toc 0, car une mesure est positive. Une mesure est positive, d'accord? Voilà. Or, je sais que l'intégrale sur E de f est égale à 0 par hypothèse. Je vais dire par hypothèse, hein, pour écrire un truc intelligent. Donc, 0 plus rien que 1 sur n fois m En, gna, gna, hein, d'accord? Bah, c'est lui qui vaut 0. Hein. OK? Voilà. Les En sont de mesure nulle. OK? Alors, ça, c'était la page numéro 8. Ça va? Donc, j'y vais pour la question numéro 3. Hop, je vais me mettre comme ça. Au moins, je suis sûr que vous verrez. Alors, ouais, quand je l'ai fait, je me suis dit, mince, ma notation, elle n'est pas géniale, mais tant pis. E0, c'est l'ensemble des x de E tels que f de x soit strictement positif. Alors, pourquoi c'est pas génial? Bah, parce que vous voyez que là, les En, d'accord, c'était les 1 sur n, d'accord? Donc, on peut se dire, bah, E0, ça va être 1 sur 0, c'est l'infini, machin. Non, pas du tout, d'accord? C'est pas du tout le même, OK? C'est un autre, mais lui, il est... Ouais, bon, bref. Ouais. Enfin, c'est pas génial non plus, parce que souvent, les E0 dans le sujet, dans le cours, c'était les... Vous savez, c'était les trucs négligeables. Et là, je ne suis pas du tout sûr qu'ils soient négligeables, quoique, hein, on va voir. Bref, on dit que ce 0, c'est lui, on pense à rien d'autre. D'accord? C'est lui. OK, exprimer E0 en fonction des En. Bon, ben d'accord. Donc, j'espère que vous avez compris que c'était soit l'union, soit l'intersection, etc. D'accord? Donc, E0, je l'ai là. En, je vais le réécrire en dessous. C'est quoi la définition de En? Je l'ai par ici. C'est l'ensemble des x de E tels que les f de x soient strictement plus grands que En. OK? Donc, j'ai envie de dire que, montrons que E0, c'est l'union pour tous les n plus grands dans n étoile, quoi, des En. OK? Vous êtes d'accord que si x il est strictement positif, bah, ça veut dire qu'il est dans l'un de ceux-là, enfin dans plein de ceux-là. Ouais. OK. Donc, je veux montrer ça, d'accord? Alors, comme c'est une égalité de deux ensembles, nous allons faire une double inclusion. D'accord? Inclusion numéro 1, soit x dans E0. X appartenant à E0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il vérifie, E0, il est là, f de x, il est strictement positif. D'accord? Mais par densité, bah non, enfin comme la suite 1 sur n tend vers 0,
vers 0, d'accord. Il existe un N0 tel que le 1 sur N0, il est plus petit que le f de x. Vous êtes d'accord? Puisqu'il est strictement positif. Donc, j'arrive à coller un 1 sur N0 ici, d'accord? Donc, ce x-là, il appartient à E N0. OK, par définition, d'accord? Le x, il est plus grand que le 1 sur N0, donc il appartient bien à EN0. OK? Ça va? D'où, alors il appartient à N0, mais à tous les suivants, mais j'en ai rien à faire, quoi, hein. D'où le E0, il est inclus dans l'union de tous les N en N étoiles des EN. OK? Attention, hein, à bien mettre N étoiles, vous ne voyez pas, puisque le E0, ce n'est pas du tout un de ceux-là, hein, d'accord? Ils ne sont pas du tout de la même espèce. OK. C'est là 50% du travail, l'autre 50%, pouf pouf, allons-y. Donc je vais prendre soit X appartenant à l'union pour tous les N en N étoiles des EN, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe, tiens, je vais reprendre un N0 dans N étoiles, tel que le X, il appartient à EN0, vous êtes d'accord? Et donc par définition, de EN0, hein, le f de x, c'est quoi sa définition? C'est que le f de x, il est plus grand que 1 sur N0. Ok, bah ça c'est positif, vous êtes d'accord? 1 sur N0, hop là, c'est positif, d'accord? Donc, x, il appartient à E0, parce que les E0, c'est l'ensemble des x tel que le f de x soit strictement positif, ce qui est le cas, d'accord? Voilà, et bah c'est tout, hein. Donc, on a déduit que l'union des EN pour tous les n dans n étoiles est inclus dans E0. OK? Donc, finalement, on a démontré par double inégalité que E0 était égal à l'union pour tous les n dans n étoiles des EN. OK? Voilà. En déduire que EM0 est égal à 0. OK. Donc, c'était la question 3 bis, encore une fois. Montrons que, enfin, en déduire que M de E0 est égal à 0. OK. Alors, bah, vous vous rappelez, on va utiliser là, le truc des ensembles mesurables croissants. Vous vous rappelez de ça? D'accord? Donc, je reprends. Alors, EN est une suite d'ensembles mesurables. Est une suite d'ensembles mesurables. D'accord? Et en fait, c'est une suite croissante. On a, quel que soit K dans N étoiles, EK est inclus dans EK plus 1. Alors, c'est assez évident, parce que si jamais vous avez un X tel que f de X est plus grand que 1 sur K, alors il est plus grand que 1 sur K plus 1. Vous êtes d'accord? En effet, si X tel que f de X est plus grand que 1 sur K, bah alors il est plus grand que 1 sur K plus 1. OK? D'accord? Le 1 sur K, il est toujours plus grand que le 1 sur K plus 1 quand c'est positif, évidemment. OK? Voilà, donc EK est inclus dans EK plus 1. D'accord? Voilà, donc c'est encore le même truc, mais je vous le réexplique, hein, mais sinon, par le théorème, on l'a directement, mais je vous le réexplique ici. OK? Donc, quand je fais l'union pour les k qui valent de 1 à n des EK, en fait, comme c'est de plus en plus grand le truc, d'accord? Donc, en fait, quand je fais l'union, c'est juste le dernier, c'est juste EN, d'accord? OK? Et donc, quoi? Ben voilà, d'où. Donc, le théorème, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de m de E, non, de m de l'union, il vous dit quoi? Il vous dit que m de l'union pour n appartenant à n étoiles DEN est égal à la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, des m de En. OK? Alors, comme ça a l'air d'être vraiment étonnant, hein. En fait, c'est tout bête, hein. C'est que cette union-là, en fait, c'est pas une union infinie, mais c'est juste, enfin, l'union finie, d'accord, des EK, c'est juste 1, en fait, d'accord? Et donc là, qu'est-ce que j'ai dit? Mon théorème, il me dit juste, bah, encore une fois, c'est une intervention de deux limites, hein.
il me dit juste que m de la limite, lorsque n tend vers l'infini des en, d'accord, puisque l'union de celle-là, c'est juste le dernier de l'union finie, d'accord, est égal à la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de m de en. OK? Ça va, ça? Voilà. Alors, cette égalité-là, pardon, on parle de continuité de la mesure, d'accord? Donc, vous pouvez voir ça dans les bouquins, par continuité de la mesure. Continuité de la mesure. Attendez une seconde. Je vais prendre Internet et vous montrer la continuité de la mesure. Vous allez être fasciné. Alors, Internet. Oui. Oui, oui. Donc, on a lancé Zoom, c'est super. Pouf. Pouf. Alors, on va faire ça comme ça. Boum. Hop. Ouais, alors là, j'ai tout machin. Et Google. Voilà. Ah oui, j'étais déjà sur Google. Oui, d'accord. Oui, d'accord. D'accord, d'accord. Bon, attendez 2 secondes, hein. Ah là 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 là. Hop. Hop. Voilà. Ah. Bon, c'est reparti. Continuité de la mesure. Voilà, bah oui, des liaisons équiponentielles, non, non, non. La mesure, hop, ouais, est-ce qu'il va me dire continuité, lui? J'ai pas l'impression qu'il va me dire continuité. Continuité à gauche, oh, c'est pas mal. On va voir, qu'est-ce qu'il me dit. Bah alors, vas-y, Coco, il est où? Continuité à gauche. Alors, si E1, E2, E3 sont un ensemble mesurable et si En est un sous-ensemble de N plus 1, c'est bien le cas. Alors, la réunion des ensembles de N est mesurable et, alors là, le mu, c'est la mesure, hein, d'accord? La mesure de E, c'est la limite des mesures des En, ok? Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça, d'accord? Et la limite à droite, ça va être avec l'intersection. Alors, ne me demandez pas pourquoi à gauche et à droite, hein, bah, je sais plus. D'accord? Mesure, mesure, continuité, mesure. Je vais essayer de trouver un autre truc. Théorie de la mesure, ouais, d'accord. Pourquoi mesurer? Non, mais continuité de la mesure. Mais comme ça, ah oui, on fait comme ça quand on veut savoir exactement le terme. Théorie, propriété de continuité de la mesure, mais voilà, mais c'est exactement ça, hein. C'est qui? C'est qui? Ah, Maurice Lambert, ok. Bah oui, continuité de la mesure. Propriété de la continuité pour les suites croissantes, donc c'est le 7. Est-ce que vous voyez un 7 quelque part? Ah ouais, donc, ouais, super. Ouais. Bon, ben, c'est pas très explicite, ça, hein. Attendez. Cantor, continuité de la mesure, montrant continuité à gauche. Ah, ben c'est ça. OK? Non, c'est pas ça. Une application, la limite des AN, c'est la limite croissante des mu de AN. Ouais. Bah, c'est pas là, parce que là, il y a une somme. Je veux pas, moi, la somme, moi. Bon, alors, c'est pas bien. Allez, hop, on reprend. Approche naturelle. Ah oui, avec les produits tensoriels, c'est vachement naturel. Oh, oh. Mesure d'intégration, utilisant le continuité de mesure. Mais je veux juste la continuité. Oui, bah, alors, d'accord. André Giraud, ok, allons-y. Pouf, continuité. Non, ah ouais, le et il passe pas. Continue. Ah ouais, mais c'est moi. Continuité. Non, non, il passe toujours pas. Ok. Hop, hop, hop. C'était quoi ça? Pour toute suite croissante. Voilà, c'est ça, d'accord? C'est ça, d'accord? Donc c'est ça qu'il appelle, enfin qu'on appelle, hein, la propriété de continuité de la mesure, ok? Et donc on a aussi la continuité de la norme, par exemple. Donc la première fois qu'on le voit, on se dit what? En fait, c'est tout bête, hein. Bof. Ah ouais, non, ça c'est le forum. Bon, bref. Bon, ouais, j'aurais préféré un truc qui soit pas un forum. Bah, c'est un autre forum, ok. Continuité de la norme. Mais, bon, bref, d'accord, vous me croyez sur parole. La norme est aussi continue, d'accord? Voilà, voilà. Ok? Ouais, donc c'est cette propriété-là qui nous dit, voilà. Et donc de temps en temps, on a des opérations, enfin, on a des expressions comme ça un peu bizarres, du style aussi la continuité de la somme, tiens, par exemple, tiens. Ouais. Bon, je ne vais pas vous regarder sur Internet, mais d'accord, mais voilà, de temps en temps, on voit ça, c'est juste pour dire qu'on on intervertit
machin avec la limite. D'accord? On dévertit limite et machin. Okay. Et pourquoi? Parce que c'est ça la continuité. Hein. La définition de continuité de la fonction, c'est que la fonction en limite d'un point, c'est la limite des fonctions en ces points-là. Critère séquentiel de continuité. Ok, bon, on va terminer. N'en voulez pas. Déduire que m de 0 égale à 0. Je l'ai prouvé, ça? M de 0 égale à 0. Qu'est-ce que j'ai? Qu'ai-je fait? Montrons que m de 0 égale à 0. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que En, c'est une suite d'ensemble mesurable, que ça croît, que M de l'union des En, c'est égal à la limite des En. Oui, c'est bon. OK. Sauf que je n'ai pas terminé. Quoi. Je suis parti dans mon truc. Hein. Donc, là, l'union des En, on a dit que c'était E0 hein, dans notre cas. D'accord? Et chaque En vaut 0. D'accord? Ils sont tous de mesure nulle. OK? Donc, la limite de la suite ici qui vaut tout le temps 0, c'est 0. Et là, c'est M de une E0. D'accord? Ça va? Ouais, ouais je papillonne un petit peu là. Hein. D'où M de E0 égale à 0. C'est bon, vous avez compris l'idée? D'accord? Parce que je réécris le truc. Hein, d'accord? La limite de M de N, lorsque N tend vers plus l'infini, c'est égal à M de l'union pour N appartenant à N étoile DEN, ok. Donc ça, par définition, enfin par définition, non, pas du tout, on avait prouvé que ça, c'était E0, d'accord. Donc là, c'est M de E0, d'accord. Et on a prouvé que ça, c'était tout le temps, la mesure des EN, c'était tout le temps nul, et donc la limite de la suite nulle, c'est 0, ok. D'où M de E0, c'est 0, ok. Conclure, donc la dernière question de l'exercice 4. Conclure à F est égal à 0 presque partout sur E. Donc, il faut montrer quoi pour presque partout sur E? Il faut montrer que qu'il existe un ensemble. Ah bah oui, c'est bon. Ça, c'est bien. Voilà, c'est bien. C'est bien, en plus, il s'appelle bien E0, d'accord? Donc, attendez, je prends un stylo pour juste vous dire qu'est-ce que je dois montrer. Hein. Donc, montrons que il existe un ensemble, j'appelle E0 et c'est exprès parce que c'est lui, hein, de mesure nulle, tel que, quel que soit x appartenant à E privé de cet ensemble de mesures nulles, d'accord, f de x vaut 0. C'est bien ça la propriété. X est nul presque partout sur E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un ensemble de mesures nulles tel que partout ailleurs, donc sur x appartenant à E moins E0, f de x est égal à 0. OK? D'accord? C'est ça la définition. Et bah, ça y est, c'est gagné. Hein, d'accord? Pourquoi? Parce que E0, c'est qui, hein, par définition? On a dit, c'était l'ensemble des x dans E, tel que f de x prenait une valeur positive. OK? Et si je ne me trompe pas, f, il était à valeur positive, c'est ça? Ah, maintenant, ça, c'est le théorème de convergence bornée. Là. C'est pas ça. Voilà. D'accord? F est supposé à valeur positive, par hypothèse, hein, à valeur positive. D'accord? Donc, bah, f, elle vaut 0 ou f, elle est donc f de x, on va dire, égale à 0, ou f de x, elle est strictement plus petit, c'est plus grand que 0. Ah, j'y arrive. OK. En ce cas, ici, là, c'est si et seulement si x appartient à E0. OK. Et ça, c'est un ensemble de mesures nulles. C'est bon? Voilà. Donc, bah, c'est fini, hein, d'accord? OK. Donc, f égale à 0 sur E moins E0. D'accord? Or, E0 est de mesure nulle. Donc, bah, la définition, hein, f est nul presque partout sur E. D'accord? Hein, ouais, sur E, sauf en E0. Et voilà. Ça va tout le monde? Eh bien, écoutez, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Hein. Bah, c'est tout. Qu'est-ce que je peux vous dire? Rien. Oui. Moi, je vous souhaite de bonnes vacances, bonne année.
Alors, non, attendez, je voulais vous montrer le site. Où est-ce qu'il est passé? Le site. C'est ça ou pas? Non, ça c'est fonction caractéristique. Bon, ok. Le site. Le truc. Ah, voilà. Ça doit être ça. Ah, pouf. Et pouf. Voilà. Pouf. Lien vers la Samsung. Ouais, on va étendre la durée de 10 secondes. Paf. Donc, vous reconnaissez notre cours, d'accord? Donc, c'était juste pour vous dire que j'ai mis les. euh, Off, c'est pas ça. C'est voilà, c'est là, d'accord. On m'a demandé de mettre les. Vous vous rappelez, Miss nous avait demandé de mettre les deux trucs, d'accord. Donc voilà, j'ai mis les deux vidéos ici. Et ah oui, la correction du TD, tiens, elle est pas bien. Hop, je me la mets là, d'accord. Voilà, donc paf, la correction du TD numéro 4 d'il y a longtemps. Ok. Avec donc il y avait ça, pap, 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 pap. Le truc était intéressant. C'était bon, tout était intéressant, bien sûr. Maintenant, c'était le truc avec zéro, là. Montrer alors que... Non, c'était... Ah, c'est ça. Non, c'est pas ça. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Que si E est un ensemble de mesures extérieures nulles, d'accord, alors il est mesurable. OK. Voilà, donc c'était intéressant dans l'absolu. OK. Et ben voilà, écoutez, donc bah, c'est tout pour aujourd'hui. 30 minutes d'avance, mais d'un autre côté, comme vous êtes tellement sage, ça va vite. Hein. Moi, j'essaie de faire des bêtises quand même pour ralentir, mais hein, ouais. Vous avez dit que vous alliez nous donner une liste d'exercices à savoir faire pour le devoir. Oui, 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 je vous ai dit. Hein. C'est pour le devoir à la fin, hein, d'accord? Donc oui, enfin oui, je vais vous faire la liste pour ce week-end, d'accord? Voilà. Alors, quand est-ce qu'on se voit, nous? Parce que là, sur cet ordi, j'ai pas l'hyperplanning, il ne veut pas se connecter. Donc, on se voit la semaine prochaine, je suppose. On se voit 2 fois, 3 fois. Dites-moi tout. Il faut que je prenne mon portable qui est ailleurs. Hein, oui. Oui, bah pour vendredi 3, je vous dirai aussi lundi. Ouais, alors, on se voit quoi? On se voit lundi. Est-ce qu'on se voit mercredi? Donc, attendez. C'est bête hein, que j'ai pas Enfin, je peux pas me connecter à mon truc là. À mon hyperplanning avec cet ordi. Il faut que j'ai l'autre ordi, évidemment. Paf. Ah bah tiens, je vais repasser là-dessus, comme ça c'est facile à écrire. Je passe. Prochain cours. Alors dites-moi tout. Lundi, visiblement, vous avez envie d'avoir cours, c'est ça? Oh là là. Lundi, ce sera le 29. Et vous avez envie d'avoir cours de quelle heure à quelle heure? Oui. 13h30, 15h30, d'accord. Ah oui, parce que le lundi matin, moi, j'ai 4 heures de cours à l'ASP. Ouais. Donc, on ne peut pas. Oui. Après, je parie que vous avez envie d'avoir mercredi. Oh, mercredi, vous aimez bien ça aussi. Hein. Mercredi, c'est quand? C'est le 1er décembre. Oh. Et puis après, le vendredi, on a dit, hein, vendredi 3 décembre. Oui, oui, je vais vous donner la liste des trucs à savoir faire hein, pour vendredi. Donc, il faut que j'accélère un petit peu. Mais voilà. D'ici à ouais, la fin du week-end, ça va vous faire. Non, pas, pas fin du mercredi, plus du vendredi. Ah, il n'y a pas de cours le mercredi? Mais c'est terrible, tiens. Ah, mais non, c'est avec les autres, là. Ah oui, c'est avec base de données. Oh. Alors, juste le vendredi, c'est ça? Oh, là, bah alors. Bah d'accord. Et je parie que c'est le matin, c'est ça, cette fois-ci? 8-10, 10-12, qu'est-ce que vous préférez? 8-10, d'accord. 8h, 10h. OK. Donc, le lundi, on va continuer à faire de l'intégration un peu plus machin, machin, avec des fonctions un peu plus compliquées, quoi, d'accord? Voilà, et puis après, on pourra bientôt passer à la fin du truc, c'est-à-dire aux applications. Mais bon, les applications, ça reste quand même un peu théorique, hein, c'est du L1, L2. L1, c'est-à-dire, c'est pas licence 1, hein, d'accord? C'est les
fonctions qui sont intégrables à machin, et L2, c'est les fonctions dont le carré est intégrable par le bec, quoi. D'accord? Bref, on verra ça. OK? Voilà, voilà. Donc, on se voit seulement 2 fois la semaine prochaine, mais c'est la semaine d'après où on doit se voir 3 fois, je crois. D'accord? Voilà, de toute façon, il ne nous reste plus énormément de temps, mais voilà. J'espère que vous avez bien compris tout ça. C'est assez technique, hein, d'accord, l'intégrale de Lebesgue. Voilà, il y a des trucs hmm, plus marrants à faire, peut-être avec des normes, etc., justement, mais bon, voilà, il faut passer par là parfois. Oui, c'est possible, ouais, tout à fait, d'accord. Donc, bah, écoutez, je vais essayer de faire le mail d'ici à ce soir. Enfin, je vous fais une vidéo, comme ça, ce sera plus simple, d'accord, et puis je vous mets le lien de la vidéo, d'accord, où je vous dis oh, ça c'est bien, d'accord. Moi, je trouve que tout est bien, mais voilà. OK? Voilà, voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, bonne fin de week-end, fin de début de week-end d'ailleurs, hein. On est en début de week-end. OK? Et puis on voit si lundi c'est en présentiel, en distanciel, ce sera la surprise. Oui, merci, merci. OK? Voilà. Et vendredi, ce sera la surprise, une autre surprise hein, pour vous. Ah oui. Bon, bah, écoutez, passez un bon week-end et donc on se voit lundi. Je ne sais pas si c'est pour de vrai ou pour de faux, en distance. OK? Voilà, voilà. Vous êtes très, très sage en distanciel, c'est formidable. Allez, passez une bon week-end. Au revoir à tous.